Bienvenue à cette séance d'information au sujet du programme de recherche sur les impacts des risques climatiques transnationaux. Merci de vous joindre à nous et surtout de votre intérêt pour ce concours qui s'inscrit dans le cadre des actions concertées et qui est issu d'un partenariat entre le Fonds de recherche du Québec et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, le MELCCFP. Mon nom est Marion Kuhn et je suis responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, auquel a été confiée la gestion du programme de recherche. Et je suis bien entourée aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma collègue Valérie Beausoleil, également responsable de programme à la direction des actions concertées. Et elle me soutiendra pour répondre à vos questions que je vous invite à inscrire en continu dans la section Q et R en bas de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure ou à la fin de la présentation selon la teneur de la question. Et vous aurez d'ailleurs le choix de les poser de façon anonyme ou non, donc selon votre préférence. Je suis également accompagnée par une représentante du MELCCFP, le partenaire de cette action concertée, Nathalie Martel, conseillère en adaptation au changement climatique à la direction de l'adaptation au changement climatique. Merci d'être là ce matin. Et avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant à notre outil de maillage, si ce n'est déjà fait, pour vous faciliter la prise de contact, le jumelage d'expertise, d'expérience. On vous invite vraiment à vous inscrire à partir du lien placé dans le fil de la discussion. C'est un Forms, en fait, et le tableau avec les renseignements sera envoyé à chaque personne qui est inscrite à ce formulaire de maillage et seulement à ces personnes. Donc, je précise qu'il est également possible de s'inscrire quand on œuvre à l'administration de la recherche, si vous voulez agir comme courroie de transmission à travers les disciplines ou les facultés. Le premier envoi est prévu la semaine prochaine et l'outil sera mis à jour régulièrement. Et si vous voulez le recevoir, par exemple, pour compléter votre équipe, si vous songez poser votre candidature en tant que chercheur principal ou chercheur principal, chercheuse principale, bon, pardon, inscrivez-vous. Vous. Voilà. Pour ce qui est du plan de la présentation qui va venir maintenant, euh, j'ai déjà fait le mot de la bienvenue. Désolée, je suis un petit peu perdue dans mes notes. Et je vais enchaîner avec quelques particularités du programme Action concertée. Cela dit, les règles sont vraiment les mêmes que dans nos concours réguliers, mais il y a des particularités à souligner. Et ensuite, la représentante du MELCC-FP rappellera le contexte du programme, ses objectifs, ses retombées, en fait, les retombées auxquelles on s'attend avant qu'on passe aux besoins de recherche plus spécifiques qui sont inscrits dans l'appel. Et le dernier point portera sur le processus d'évaluation, les conditions du concours. Et je précise qu'il s'agit d'une séance d'information qui ne pourra pas couvrir tous les aspects et que l'information qui a valeur légale se trouve dans l'appel de proposition. Voilà. Les actions concertées offrent une programmation qui se distingue de nos autres programmes par l'approche partenariale. Comme le nom le dit, il s'agit donc de programmes qui veulent concerter tous les joueurs autour d'un enjeu sociétal, communauté de la recherche, représentants d'organismes publics, milieux utilisateurs potentiels. Et les besoins de connaissances proviennent justement des milieux utilisateurs potentiels, le plus souvent de ministères qui deviennent notre partenaire financier. Concrètement, cela veut dire que c'est vraiment eux qui défraient 100% des coûts. Le budget des concours Actions concertées ne provient donc pas du budget des fonds, c'est en su. Mais à la base d'une action concertée se trouve une entente de partenariat
avec le ministère en question qui fixe les règles de maillage, règles qui correspondent aux valeurs, aux principes des fonds de recherche valables pour tous les financements offerts dans nos programmes. Le MELCCFP a donc fait le choix de donner au FRQ le mandat d'organiser un concours qui fait appel à la communauté de recherche du Québec et ce, en respectant nos règles. Parce que, et c'est là une distinction importante, le fonds octroie des subventions de recherche et non des contrats et veille à l'intégrité des processus. Cela veut dire qu'en confiant au fonds l'organisation du concours, la gestion du financement, le partenaire s'assure d'avoir accès à des recherches indépendantes qui répondent aux standards d'excellence et aux normes en vigueur en recherche. L'excellence est assurée par un processus d'évaluation indépendant, j'y reviendrai. La liberté académique et la propriété intellectuelle ne peuvent pas être mises en question et les résultats des recherches financées dans nos programmes, comme dans tous nos programmes, sont publics. Les partenaires des actions concertées, vous l'aurez constaté, pratiquent donc un certain lâcher-prise pour combler leurs besoins de recherche dans le but de financer les meilleures recherches légitimisées par un processus d'évaluation indépendant. Et en contrepartie, on les intègre à certaines étapes du processus notamment à l'élaboration de l'appel de proposition qui traduit leurs besoins, à l'évaluation de la pertinence et au comité de suivi j'y reviendrai également, pour nous assurer que leurs besoins de connaissances seront vraiment répondus. Et justement, je passe maintenant la parole à Nathalie Martel pour qu'elle puisse vous présenter le contexte, les objectifs et les retombées attendues de ce programme de recherche. Merci beaucoup, Marion. Merci de me donner l'opportunité de me présenter aux participantes et aux participants du webinaire. Alors, bonjour tout le monde et merci pour l'intérêt que vous portez à cet appel à projet. C'est très apprécié. Euh, Tout d'abord, pour le contexte, je vous signale qu'au Québec, la recherche sur l'adaptation au changement climatique a surtout porté sur l'étude des impacts des changements climatiques qui affectent directement le territoire du Québec. Cependant, la dimension transnationale des risques climatiques pesant sur le Québec est de plus en plus perceptible, coûteuse et préoccupante. Alors, c'est dans ce contexte que, dans le cadre de l'adoption du plan pour une économie verte, qu'on appelle le PEV 2030, et de son plan de mise en œuvre, que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs soutient le présent programme de recherche sur les impacts des risques climatiques transnationaux, toujours en partenariat avec le Fonds de recherche du Québec. Cet appel à projet bénéficie d'une enveloppe de 1,5 million de dollars. Alors, en termes d'objectifs et retombées attendues, pour les objectifs du concours, le premier objectif est d'établir un portrait de l'impact des risques climatiques transnationaux de secteurs jugés prioritaires pour le Québec. L'appel à projet vise également à mieux connaître les solutions d'adaptation possibles pour y faire face et à développer l'expertise de la communauté scientifique québécoise sur les risques climatiques transnationaux. Et cela pour chacun des 4 besoins de recherche jugés prioritaires qui sont indiqués ici au bas de la diapositive, soit les matières premières, marchandises et chaînes d'approvisionnement, la sécurité alimentaire, la santé et migration. Euh, Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je veux... je, Désolée. J'ai pas tout à fait Désolée, terminé, ma vas-y. chère. Je vais continuer avec les retombées attendues du projet, puis je te passe la parole ensuite. Oups, désolée. C'est pas de souci.
C'est moi qui a tardé un peu à enchaîner. Alors, donc, dans les retombées entendues, on parle de sensibiliser aux risques climatiques transnationaux et lier les parties et les acteurs concernés et intéressés par ceux-ci. Alors, voilà, ça vous concerne joyeusement de faire des liens entre vous. Également, cerner les besoins de recherche sur les risques climatiques transnationaux et construire l'expertise sur le sujet. Puis, ultimement, on souhaite mieux informer la planification et la prise de décision en adaptation au changement climatique au Québec. Voici donc ce qui complète ma partie. Je te repasse la parole, Marion. Merci beaucoup et désolé encore. Je vous invite à poser vos questions en lien justement avec le contexte, les objectifs et les retombées attendues dans la section questions et réponses. Et j'enchaîne avec les besoins à couvrir que Nathalie a déjà mentionnés. Le MELCCFP a donc identifié, après des consultations, 4 besoins de connaissances spécifiques et les projets devront choisir l'un de ces 4 besoins ou thèmes. Il sera important de bien l'identifier dans le formulaire de prédemande. Il y a un champ qui est justement prévu pour cela. Et vous verrez que l'appel propose des questions de recherche pour chaque besoin après une mise en contexte et les projets devront aborder au moins une de ces questions. Tout cela est précisé dans l'appel de proposition. Vous voyez que le montant maximum par projet est le même pour chaque besoin, soit 280 500 dollars, plus les FIR, les frais indirects de recherche que nous devons verser à l'établissement gestionnaire. Pour répondre à ces besoins de recherche spécifiques, l'appel de proposition que je vous invite vraiment à lire attentivement, vous avez le lien aussi dans le fil de la discussion, identifie des conditions éliminatoires qui s'appliquent à tous les projets. Ces conditions ont été incluses pour faciliter la comparaison des résultats entre les différents projets, donc pour accroître l'applicabilité des résultats. Et conditions éliminatoires, ça veut dire que leur non-respect, leur non-prise en compte entraînera l'élimination à l'étape de l'évaluation de la pertinence. Donc, pour des raisons d'équité, un projet qui ne répond pas à ces conditions ne pourra pas être retenu à la pertinence. Donc, vraiment, un appel à les prendre en compte, à expliquer comment le projet intégrera toutes les exigences que vous trouvez dans l'encadré rose que vous voyez à l'écran qui se trouve à la page 5 de l'appel de proposition. L'appel contient aussi des besoins transversaux auxquels tous les projets devront répondre pour le besoin spécifique ou le thème choisi. Vous voyez la première partie à l'écran et voici la suite avec des besoins transversaux, pardon, avec le besoin donc de proposer des stratégies d'adaptation et d'émettre des recommandations de développement de connaissances. Et ici aussi, je vous invite à prendre connaissance de la liste des besoins transversaux, de vous assurer que votre projet aborde tous les aspects énumérés, quitte à utiliser l'appel comme une liste à cocher. C'est ce que feront d'ailleurs les membres du comité de pertinence pour ne rien oublier. Voilà. Ici aussi, je vous invite à poser vos questions sur les conditions éliminatoires, les besoins transversaux, les besoins spécifiques dans la section Q&R et passe au prochain point. Ce sont les conditions du concours, le processus d'évaluation en commençant par l'admissibilité, les statuts en recherche admissibles pour le rôle de chercheur principal ou chercheuse principale énumérés dans l'appel sont définis dans la section définition, statut et rôle de nos règles générales communes. Le lien est également dans le fil de la discussion. Et pour ce qui est du reste de l'équipe, donc les
Vous voyez ici à l'écran les statuts admissibles pour les co-chercheurs et co-chercheuses. Petite précision pour les chercheurs, chercheuses de collège, qu'on appelle les statuts 3. Donc, si vous répondez au statut 3 des RGC, avez une tâche d'enseignement et un PhD, vous pouvez demander le soutien à la recherche collégiale, donc un supplément qui est offert par le FRQ. Ce programme ne peut, donc ce supplément ne peut malheureusement pas couvrir le soutien salarial pour ceux et celles qui œuvrent en CCTT. Pour ces personnes, c'est possible d'inscrire un montant pour le soutien salarial à même le budget. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à ce sujet. Vous voyez que l'équipe peut aussi inclure des membres provenant de ce qu'on appelle les autres statuts en recherche ou statut 4, selon nos règles générales communes. Je précise que les personnes des milieux de pratique, donc l'équivalent du 4C, par exemple des représentants d'un OBNL, et les personnes citoyennes, donc ceux et celles qui contribuent à titre individuel, peuvent être inscrites dans la section du formulaire Personnes des milieux de pratique et citoyennes. Et concernant le processus de candidature, je souligne aussi à l'étape de la pré-demande, seul le CV, le CCV, donc le CV commun canadien du porteur ou de la porteuse de la demande sont à joindre. Donc, seulement le CCV de la chercheuse principale ou du chercheur principal. On n'a pas besoin des CV des autres membres de l'équipe à l'étape de la pré-demande. Ça ira à la demande complète. Je vous invite aussi à consulter l'appel de proposition, c'est un petit peu mon mantra aujourd'hui, pour connaître les documents à fournir selon le statut du membre de l'équipe à l'étape de la demande complète. Il est d'ailleurs possible d'enlever ou d'ajouter des co-chercheurs, co-chercheuses entre les deux étapes. Et les personnes qui sont inscrites à la section du formulaire co-chercheur ou co-chercheuse, à l'étape de la demande, doivent donner leur consentement. On recommande donc de prévoir un peu de temps pour être sûr de recevoir les consentements à temps. Sinon, il va falloir les enlever pour pouvoir transmettre le formulaire au fond. Un appel aussi, n'inscrivez pas d'autres noms dans le corps de la demande. Cela rend extrêmement difficile la vérification des conflits d'intérêts. Donc, pour faciliter la conformité du processus et notre travail, s'il vous plaît, écrivez les noms des personnes participantes, donc tout ce qui apparaît dans le corps de la demande finalement, dans les cases prévues du formulaire pour qu'on puisse les extraire. Voilà, cela concerne aussi d'ailleurs les collaborateurs et collaboratrices pressentis, donc des personnes qui apportent une expertise plus spécifique, pointue au projet. Je précise que les personnes qui ne sont pas employées par un établissement québécois, donc par exemple des chercheurs, chercheuses internationaux ou hors Québec, euh, peuvent participer uniquement à titre de collaborateurs ou collaboratrices. À la différence des co-chercheurs et co-chercheuses, les collaborateurs, collaboratrices ne fournissent pas de CV à l'étape de la demande. Et finalement, les personnes qui répondent à ce qu'on appelle les statuts en formation, donc les étudiants et étudiantes, les stagiaires postdoctoraux, ne sont pas admissibles au rôle de co-chercheurs, co-chercheuses, ni à celui de collaborateurs, collaboratrices, parce que sinon, il ne serait pas possible de les payer pour leur participation. La subvention doit par contre être utilisée pour former du personnel hautement qualifié et cela inclut donc des contrats d'embauche, mais aussi des bourses de tous les cycles. Donc, initiation à la recherche, tout comme des bourses pour faire venir un postdoc d'ailleurs, par exemple. Les bourses et la rémunération pour la relève étudiante sont donc des dépenses admissibles si la bourse est en lien avec le projet, bien entendu. Et vous savez que la formation de la relève fait partie de la mission du FRQ.
Ce qui m'amène au prochain point, le processus d'évaluation. Comme mentionné, l'évaluation se déroule en deux étapes et organisée et encadrée par nous, par le FRQ. La première étape, l'évaluation de la pertinence, sert se fait en fait sur la base de la pré-demande et sert à sélectionner les propositions qui répondent à l'appel, qui sont donc jugées pertinentes, comme le nom le dit. Et pour former le comité d'évaluation de pertinence, concrètement, le fonds reçoit du partenaire une liste qui propose des personnes qui pourraient représenter le partenaire ou qui collaborent avec le partenaire de l'action concertée. Et le fonds fait ensuite un tri qui sert à exclure toute situation de conflit d'intérêts avec les personnes candidates. Et ceux et celles qui restent sur la liste transmise pourront participer au processus d'évaluation de la programmation du projet proposé et devront évaluer, vous le voyez sur la diapo, les prédemandes selon trois critères: l'adéquation de la programmation aux objectifs et aux besoins qui sont énoncés dans l'appel. Donc, la référence, c'est vraiment l'appel de proposition. Les retombées anticipées et la mobilisation des connaissances. La mobilisation des connaissances, petite précision ici, ne concerne pas la diffusion académique. Donc, seulement des activités, ça c'est bien décrit dans le critère, dans l'appel, les activités qui ciblent des utilisateurs potentiels. Ce n'est donc pas nécessaire de parler de diffusion académique à l'étape de la pré-demande. Même chose pour la composition de l'équipe, ce n'est pas évalué à l'étape de la pré-demande. Je vous invite encore une fois à consulter l'appel pour prendre connaissance des sous-critères à chaque critère et à bien démontrer dans la partie description du projet du formulaire comment la proposition pourra répondre à chacun de ces sous-critères. C'est vraiment un exercice de démonstration et les membres du comité évalueront seulement ce qui est écrit dans la pré-demande. Donc, par exemple, même s'ils pourraient penser à des retombées très utiles sur la base du projet qui est décrit, ils pourront seulement prendre en compte les retombées dans le critère 2 lors de l'évaluation si c'est écrit noir sur blanc dans la pré-demande. Je rappelle aussi que les membres du comité de pertinence ne sont pas des scientifiques. Ce sont souvent des professionnels du gouvernement, des gens du milieu à cette étape. Il faut donc ajuster le langage à ce public. Et comme pour nos autres comités, le fonds mandate ici le ou la présidente qui mène les délibérations, assure l'exclusion de personnes membres du comité qui seraient en conflit d'intérêts, comme j'ai déjà dit, et veille à un traitement équitable entre les pré-demandes. Bref, à l'intégrité du processus. Le tout est confidentiel, justement, pour éviter toute influence indue en amont ou après. Et à l'issue de cette étape d'évaluation de la pertinence, toutes les équipes sont informées du résultat et seules les équipes dont la pré-demande est jugée pertinente sont invitées à déposer une demande de financement complète. Ces équipes vont recevoir une fiche de rétroaction qui résume les commentaires du comité de pertinence, fiche qui est également mise à la disposition des membres du comité d'évaluation scientifique. Et c'est là le seul pont entre ces deux étapes d'évaluation. Autrement, le compteur repart à zéro. Donc, on fait table rase. Il n'y a aucun cumul entre les deux évaluations. Le comité scientifique est composé de pairs experts, chercheurs, chercheuses, qui sont recrutés par le fonds, souvent à l'international, justement, pour éviter les conflits d'intérêts. Et ce comité a pour mandat d'établir un ordonnancement des demandes selon leur mérite, donc selon leur qualité scientifique, et ce, selon les quatre critères que vous voyez sur la diapo, donc le projet, les compétences. Donc ici, ça va être important de bien décrire les compétences des membres de l'équipe et le rapport au projet et la pertinence et l'ampleur des retombées anticipées et des stratégies de mobilisation des connaissances et la contribution à la formation de la relève, puisque ça relève de la mission du fonds.
Ici aussi, on vous invite à prendre connaissance des sous-critères et de vous assurer que la description démontre vraiment la capacité à répondre à chacun des sous-critères. Le résultat, c'est qu'il y aura des offres de financement à l'issue du processus en fonction de l'ordonnancement qui a été établi par besoin dans ce cas-ci. Donc, le comité est souverain, comme dans nos autres concours. Nous, ça veut dire le fonds et notre partenaire, sommes tenus de respecter l'ordonnancement établi par le comité de pairs selon l'excellence des propositions soumises. Et concrètement, comme vous le voyez dans l'appel et sur la diapo, dans un premier temps, un financement sera offert en fonction de la mise en rang des dossiers par besoin. Donc, un projet maximum par besoin dans un premier tour. Et si l'enveloppe n'est pas épuisée, dans un deuxième temps, le financement sera offert tous besoins confondus. Et le rôle du partenaire dans le comité scientifique est celui d'observateur ou d'observatrice sans droit de parole, donc de témoin qui doit attester de la conformité du processus. Ensuite, change de diapo. L'action concertée prévoit plusieurs outils, mécanismes pour assurer un partage dynamique des activités, des connaissances et des résultats de la recherche. L'équipe financée devra, et ça c'est une obligation, participer aux rencontres de suivi annuelles avec les partenaires. Ce sont des rencontres qui visent à permettre aux partenaires de comprendre les activités en cours, de suivre l'évolution, d'échanger avec l'équipe, même de faire des suggestions, le tout en respectant la liberté scientifique. C'est donc à prendre ou à laisser par l'équipe financée. Hum, C'est qu'on veut surtout, c'est que le partenaire soit au courant des activités et puisse déjà envisager les retombées possibles, préparer l'utilisation des résultats. Et c'est également une occasion pour les équipes de poser des questions aux partenaires, mais aussi au fond. L'équipe devra aussi préparer au terme de la subvention un rapport de recherche adapté à un lectorat d'utilisateurs potentiels, donc les milieux issus des milieux de l'intervention, de la gestion, de la décision. Et ce rapport sera également rendu public sur le site du fonds. Et pour faire connaître plus largement les résultats, les pistes d'action issues de la recherche, le fonds organisera une rencontre de transfert des connaissances grand public, d'habitude sous forme de webinaire, le but étant de faire bénéficier le plus grand nombre de personnes de ces recherches financées par des fonds publics. Voilà, pour conclure, voici un récapitulatif des dates importantes. On verra donc l'outil de maillage la semaine prochaine pour la première fois et des envois périodiques avec des mises à jour sont prévus jusqu'à la date limite de la demande. Le formulaire de pré-demande et les documents qui seront à joindre devront nous parvenir avant le 22 janvier 2025. 16 heures via FRQNet. Les résultats de l'évaluation de pertinence seront communiqués dans la semaine du 24 février et les demandes complètes, incluant encore une fois les documents à joindre, devront être transmis le 23 avril avant 16 heures encore une fois. Et l'annonce se fera pendant la semaine du 7 juillet pour un début officiel des travaux le 15 juillet 2025. Voilà. Si vous avez des questions en lien avec l'appel ou le processus de candidature, n'hésitez pas à contacter ma collègue Valérie Beausoleil qui vient de réapparaître à l'écran. Et pour des questions d'ordre plus technique pour le formulaire, euh, on vous invite à contacter notre collègue technicienne Elisabeth Pelletier qui vous aidera très efficacement et avec plaisir. On va vous remercier encore une fois pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à nous contacter de nouveau si vous avez d'autres questions. On va vous répondre dans les meilleurs délais. Et voilà, donc on va vous souhaiter bonne préparation